Je pense qu'aujourd'hui, il est important que le gouvernement du Sénégal comprenne l'industrie minotière est très importante au niveau de ce secteur, de notre secteur de la filière. Donc le laisser en faillite peut poser de sérieux problèmes. Donc en tant que boulanger, nous ne pouvons que assurer la vérité des prix. Ce sera l'intérêt du Sénégal. Le ton est donné à tous les employés, la résistance. D'après Amadou Gaye, la recrudescence des grèves dans ce secteur découle des décisions politico-émotionnelles et la confusion par l'État des véritables acteurs avec qui il faut discuter des questions qui fâchent. C'est des décisions politico-émotionnelles qui entravent vraiment la bonne marche de notre secteur. Imaginez, on donne la parole à des associations de consommateurs, l'une principalement, qui donnent des avis que nous ne comprenons pas, qui freinent le développement, qui freinent la création d'emplois, qui ne favorisent pas la qualité. Une association de consommateurs doit essayer, à notre avis, de prôner pour la qualité des produits boulangères. Mais c'est le contraire. Et c'est pourquoi nous, en tant que boulangers, nous avons demandé aux boulangers de résister. Et c'est ce que nous allons faire. Nous allons résister parce que nous n'acceptons pas aujourd'hui de mourir. Toutefois, le point de non-retour n'est pas encore atteint. Une sortie de crise est bien possible et tout dépendrait de l'État. Le respect de ses engagements vis-à-vis des acteurs de la boulangerie et de la minoterie. Que les services de l'État arrêtent de mettre en péril la filière boulangère par des décisions inappropriées. Que les services de l'État arrêtent de marginaliser les boulangers du Sénégal. Il faudrait une bonne solution, l'application de la vérité des prix. Dire aux Sénégalais que nous sommes en face à des boulangers qui ont des problèmes. Quelle est la solution? L'application des engagements pris par le gouvernement du Sénégal, par l'application du décret 22/77, qui n'est pas encore appliqué. C'est ça la solution définitive pour régler le problème de la boulangerie au Sénégal. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal n'a pas dit son dernier mot concernant sa volonté d'augmenter la miche de pain qui passerait ainsi de 150 francs à 200 francs CFA. Une volonté qui a buté sur le refus catégorique des autorités, provoquant l'une des crises les plus longues. Durant 4 jours, le pain était introuvable aux grands dents des ménages qui étaient obligés de faire preuve d'inventivité. Merci beaucoup, Mme de Guekassé, pour ce sujet. Notre invité ce soir dans Confraternellement, Mamadou Sarr. Bonsoir. Bonsoir, Adama. Vous êtes journaliste au quotidien L'Info, grand reporter, chef du desk économie. Nous avons assisté, on l'a dit tout à l'heure, une fois de plus, depuis ces 2 dernières semaines, à 2 grèves successives. D'abord celle des meuniers du Sénégal et celle des boulangers ensuite. Vous qui êtes journaliste, vous avez plusieurs fois suivi ces mouvements d'humeur. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la première fois. Quelle explication donnez-vous à ces grèves répétitives depuis plusieurs années maintenant? Bon, à mon avis, ces grèves, ces mouvements d'humeur répétitifs qui ont émaillé les 2 dernières semaines avec l'arrêt de production aussi bien des boulangers, mais auparavant les fournisseurs, à savoir les meuniers, n'ont plus produit de la farine pour permettre aux boulangers de produire du pain. Cette crise est le symptôme d'un malaise que traverse le secteur de la minoterie et le secteur de la boulangerie. Il faut savoir que le pain qu'on consomme aussi bien ici au Sénégal que partout dans le monde est un aliment stratégique. Bon, une petite... Particulièrement chez nous. Oui, particulièrement. Mais bien avant chez nous, quand on remonte l'histoire, lors de la Grèce antique, ce que les Grecs réclamaient au roi, c'était du pain et des œufs. Donc, tu vois, c'est un aliment stratégique. Et l'histoire récente a montré que dans certains pays où le prix du pain a augmenté, on a connu des émeutes, ce qui a amené le renversement de Omar el-Bashir au Soudan. En Tunisie aussi,
que indirectement l'augmentation du prix du pain a amené ce qu'on a connu, qu'on appelle la révolution, le printemps arabe. Donc au Sénégal aussi, le pain est un élément stratégique, mais qui est un peu géré par l'État parce que le pain fait partie des aliments, des prix homologués. Donc c'est l'État qui fixe par décret du président de la République, arrêté du ministre, les variétés de pain à produire, les prix des baguettes de pain. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on sort de la pandémie de la Covid-19 et la pandémie a fait que, après la relance, quand les cas ont commencé à baisser partout, le prix du fret, c'est-à-dire la logistique, les bateaux qui amènent la matière première, le coût du fret a augmenté partout. Et les importateurs ont répercuté les prix qui ont augmenté au niveau du fret sur le prix de revient. Et les États, comme le Sénégal, qui taxe la farine, etc., n'a pas agi sur cette variable, à savoir les taxes, n'a pas enlevé les taxes pour permettre au prix du pain du sac de farine de garder son prix habituel entre 18 000, 16 000 et 18 000. Mais sur ces taxes, il y avait une légère baisse quand même de 5%. Oui, mais si 5%, on a vu que récemment la douane sénégalaise a presque multiplié par 1,5 ou 2 ses tarifs habituels. Donc, aussi bien tous les importateurs ont ressenti cette hausse et la farine n'a pas fait exception. Donc, ces coûts ont été répercutés et le consommateur final, les boulangers, le ressentent directement au niveau du portefeuille. Donc, est-ce que ce soit les boulangers ou les meuniers, on peut dire que les revendications sont tout à fait légitimes? Oui, les revendications sont plus que légitimes parce qu'ils ont supporté jusqu'au-delà du supportable, ce que je peux dire, parce que tout le monde, les meuniers disent qu'ils accusent des pertes depuis un certain temps, les boulangers aussi accusent des pertes un certain temps. Ce qui se passe dans ce secteur, c'est que l'État qui régule ce secteur-là a fait de nombreuses réunions, mais concrètement, il n'y a pas eu de suivi, d'application des mesures qui ont arrêté. Parce que c'est un secteur quand même qui demande des ajustements. Et la variable sur laquelle l'État peut agir pour un peu baisser le prix, c'est les taxes. C'est-à-dire... Justement, par rapport à ça, où se situe réellement le problème? Il y a des efforts qui ont été consentis de part et d'autre, mais on a l'impression que ce sont les mêmes revendications qui reviennent tous les ans. Oui, bon... C'est un secteur assez mouvementé. Oui, moi je pense que c'est au niveau de l'État, par exemple, parce que c'est un secteur quand même où il y a une certaine, anarchie. Parce qu'aujourd'hui, les boulangers, dans leur plateforme revendicative, ils ont dit qu'aujourd'hui, les boulangeries s'installent n'importe où, n'importe comment. Donc, tu vois une boulangerie à moins de 300 mètres l'un de l'autre. Oui. Et c'est un secteur où, aujourd'hui, au Sénégal, on compte 1800 boulangeries, ce qui est un peu excessif. Et ces boulangeries sont mal réparties sur le territoire national. À mon avis, l'État, s'il voulait un peu... Et aujourd'hui, à Dakar aussi, au niveau des boulangeries aussi, il y a le non-respect du règlement. Parce que j'ai entendu le directeur du commerce intérieur dire qu'aujourd'hui, il est produit 8 millions de pains par jour au Sénégal. Le sac de farine qui devait produire 200 baguettes de pain, les boulangers, à cause de l'appât du gain, ils produisent 300 baguettes de pain par sac. Et au final, il y a beaucoup d'invendus. Et ce qui fait que si le produit n'est pas vendu, à la fin, il y a des restes qui sont retournés. Et c'est des pertes qu'en restent les boulangeries. À mon avis aussi, la solution devait venir de l'État, c'est-à-dire en encourageant l'implantation de certaines boulangeries dans les zones où il n'y en a pas. Parce que dans le monde rural, les boulangeries ne sont pas très bien implantées. Par exemple, quand tu vas dans les régions comme Kolda, Tambacounda, c'est le pain Tapalapa artisanal qui est là-bas. Et tout le monde sait que ce pain ne respecte pas les normes sanitaires. Donc, moi, je pense mais est-ce que le pain que l'on consomme à Dakar aussi respecte les normes sanitaires? On sait tous comment ça oui, c'est toute la grande question. Moi, je pense que toi comme moi, Adama, nous consommons le pain en fermant les yeux. Mais s'il vous arrive une fois de visiter la nuit comment le pain est fabriqué, parce que aussi les boulangeries... On ne mangera plus. On ne mangera plus. Donc, je pense qu'il faut le manger en fermant les yeux et en essayant de ne pas savoir dans quelles conditions le pain a été fabriqué. Parce qu'il l'amène aujourd'hui. Le boulanger, pour avoir des bénéfices, il est obligé d'agir sur la variable main-d'œuvre. En quoi faisant, il recrute un personnel bon marché. Peut-être même des gens qui ne sont pas payés, qui sont payés en nature. Tu travailles la nuit, le lendemain, on te paye... par 5 baguettes de pain que tu vas amener les 2 chez toi, les 3 tu vas les revendre dans le marché pour avoir de quoi
truc. Aujourd'hui aussi, l'État regarde faire, parce qu'aujourd'hui, l'État devait envoyer les inspecteurs du travail dans ces boulangeries pour un peu assainir le milieu et aussi pousser les boulangers ou les employés à se former, peut-être ouvrir des centres de formation de boulangerie comme en France. En France, tu ne peux pas te lever et être boulanger. Je pense qu'il faut être ouvrier d'abord, ensuite avoir un diplôme de boulangerie, pâtisserie pour travailler dans ce secteur. Et tout se laisse à désirer. Nous voyons que il suffit de franchir la porte du boulanger pour savoir que la boulangerie ne respecte aucune norme sanitaire, surtout dans ce contexte de Covid. Nous voyons la saleté. Oui, et justement par rapport à ça, en début d'année, on se souvient, il y a eu un décret qui interdisait la vente de pain et produits dérivés de la farine dans les boutiques et kiosques de quartier, ce qui avait obligé les populations à se rendre directement dans les boulangeries, mais la vente de pain a quand même repris dans ces boutiques et kiosques. Exactement, tu l'as constaté, moi-même je l'ai constaté, je pense qu'il y a un manque de suivi, peut-être c'est le mal sénégalais parce qu'on prend des mesures mais il n'y a pas de suivi parce que tout le monde savait que ça c'est le naturel, il revient au galop. Donc aujourd'hui les boutiquiers ont repris de plus belle la vente de pain. Bon, peut-être le client il trouve son compte parce qu'il est plus facile peut-être tu fais 2 pas, tu es dans une boutique, tu as ton pain le matin, donc pour des questions de temps, etc. Et surtout avec le contexte de rentrée des scolaires, les mamans préfèrent aller dans la boutique ou envoyer leur fils pour aller chercher du pain à la boutique que de faire la queue dans une boulangerie. Et parfois, on sait que dans nos boulangeries aussi, l'accueil pose problème. Donc, dans tous les boulangeries aujourd'hui, parfois, tu te retrouves avec une longue queue. Oui. Donc, voilà, le calcul est vite fait d'aller acheter dans une boutique de faire la queue à la boulangerie. Et si on parlait de notre dépendance du pain? Oui, très bonne question, Adama. Moi, je pense que aussi le consommé local dont on parle très souvent, je pense que l'État devrait quand même encourager à produire le pain à partir de nos céréales locaux. Déjà, il y avait des expériences avec l'ITA, Institut de technologie alimentaire. Bon, je pense qu'il y avait quelques... Qui, je le rappelle, lors de la grève des boulangers, avait émis quand même des recommandations ou plutôt des suggestions par rapport à la fabrication du pain à partir des céréales locales. On pouvait remplacer le blé par des céréales locales, d'autant qu'on parle plus de consommer local. Bon, il se dit qu'on peut faire le pain déjà à base de mil. Moi, je l'ai goûté, le pain à base de mil, mais bon, il n'a pas la même qualité quand même de pain à base de... C'est ça que tout le monde se dit en fait. C'est ça aussi. Donc, comme on est habitué à ce pain à base de blé, bon, moi, je pense que il faudra aussi du temps, de la sensibilisation pour que les gens se mettent au pain à base de mil, à base de maïs ou à base de niébé. Il paraît qu'on peut faire le pain à base de niébé, mais tout ça, c'est à expérimenter, peut-être à petite dose. Avec le temps, ça peut venir. Mais aussi, l'État doit mettre du sien. Il y a un soutien derrière. Voilà, surtout ce soutien-là qui manque. Même les boulangeries aujourd'hui ont besoin d'être soutenus. Peut-être c'est bon, le dire aujourd'hui. Même ces boulangers devraient être en mesure de proposer des variétés de pain. Que ça soit pas seulement, comme vous l'avez dit tout à l'heure, du pain classique à base de farine de blé. Oui. Permets-moi un peu de revenir sur le soutien des boulangers. Moi, je suis un défenseur de l'entrepreneur local. Moi, je pense que nos entrepreneurs, les boulangers, ils doivent être soutenus. Et donc, l'État ne doit pas être un spectateur en voyant des boulangeries mettre la clé sur la porte. D'autant plus que dans ces boulangeries aussi, c'est des niches de création d'emplois. Je pense que le soutien de l'État doit venir de là, mais surtout éviter un peu la solution, par exemple, pour un peu dans ce secteur de l'embouteillage, c'est aussi encourager, peut-être expérimenter avec l'ISRA, avec l'ITEA, bon, la culture du blé peut-être dans le nord. On dit qu'on a expérimenté le blé vers Richard-Toll, vers le delta du fleuve Sénégal, mais aussi il faut aussi encourager aussi un pain peut-être hybride entre blé, mil, maïs, sorgho ou autre chose. Peut-être les Sénégalais seront habitués à ça. Sinon, on ne peut pas continuer à exporter du blé parce que à ce rythme, le blé, s'il y a un choc exogène, on est obligé de le ressentir très fort. Et bon, je pense que c'est une des enseignements aussi qu'on peut tirer du Covid. Je pense qu'il faut aller vers l'autosuffisance alimentaire, c'est-à-dire on consomme ce que nous cultivons chez nous. Et bon, je pense que c'est une question d'habitude. Parce que je pense que cette dépendance au pain, cette dépendance au riz qu'on a au Sénégal, nos voisins africains n'ont pas ce problème. Moi, je pense que oui, on est très dépendant du riz et du blé, du pain. Soutenir les boulangers, c'est vrai, mais il ne faut pas non plus oublier le consommateur.
Oui, mais le consommateur... Qui a droit à un service de qualité. Oui, le consommateur, il doit être protégé par l'État. Et bon, je pense que l'État, un État comme le Sénégal qui vit des taxes, je pense qu'il répercute directement les hausses sur le prix final. Donc, ce qui fait que le consommateur, c'est lui qui prend en charge toutes les différentes augmentations. Et pour éviter cela aussi, bon, moi, je propose que l'État, le gouvernement réduit son train de vie. Parce que, bon, je pense que c'est toutes ces institutions coûteuses, ces agences budgétivores qui font que le consommateur supporte énormément de choses, que ce soit pour le riz, pour la farine, le pain, que ce soit pour le transport, parce que quand tu achètes du carburant aussi, c'est taxé. Quand tu achètes du riz, c'est taxé. L'huile aussi, c'est taxé, parce que l'État a quand même répercuté toutes les hausses sur le prix et pour entretenir un peu ces institutions, parce que pour entretenir une clientèle politique, et je pense que si l'État réduisait son train de vie et subventionnait certains prix, par exemple le prix de l'essence, le prix de la farine, etc., bon, le consommateur final pourrait ne pas le sentir. C'est un peu ça, bon, soutenir le panier de la ménagère. Hein, comme on dit. Ouais. En tout cas, merci beaucoup, Mamadou Sarr. Merci d'avoir été avec nous. Ah ben, je trouve que le temps est passé très vite, Adama. Oui. Merci de votre invitation. Bon, je suis déjà passé sur l'émission de Malik Cissé. Kenouas Kanoui. Non, l'article de la semaine. Ah oui, c'est ça. Tous les samedis. Donc, et je voulais profiter de cette occasion pour saluer en tout cas le groupe E-Media Invest. Donc, moi, je trouve que vos locaux sont magnifiques et que je trouve aussi vos journalistes sont très brillants. Donc, je trouve aussi de brillants consoeurs et de brillants confrères. Et je voudrais vous remercier pour ce que vous faites pour l'information publique. Merci beaucoup. Voilà. Je rappelle que vous êtes journaliste au quotidien L'Info, grand reporter, chef du desk économie. On enchaîne tout de suite avec Coin Éco. Géographiquement, elle a une superficie de 7535 km² avec 3 départements, 9 arrondissements et 8 communes. Nous parlons bien de la région de Fatick où l'agriculture occupe plus de 90% des activités des populations. Le sel est aussi convoité au-delà des frontières sénégalaises et c'est d'ailleurs la principale source de revenus des Fatickois, sans oublier la pêche. Mountaga Kane. Entre Mbour et Kaolack, la région de Fatick, qui a été créée en 1984 par la loi 84-22 du 22 février 1984, couvre une superficie de 7535 km² et compte 9 arrondissements et 8 communes. Placée 5e dans la production halieutique nationale, elle produit 10 000 tonnes de ressources halieutiques. L'agriculture occupe plus de 90% des activités des populations. Mais cette agriculture n'est plus ce fleuron qui faisait la fierté de la région. Aujourd'hui, elle est en perte de vitesse. Les marais salants constituent actuellement la principale ressource locale de la région. L'exploitation de ce sel est génératrice de revenus pour divers acteurs qui interviennent dans le transport, l'iodation, le conditionnement, entre autres. Ce secteur recrute près de 6 000 personnes, dont les 2 tiers sont organisés en GIE. L'extraction du sel offre pour la région d'énormes possibilités d'exportation vers des pays d'Afrique occidentale et centrale. Cette activité économique, à la demande croissante, peut non seulement participer à l'essor de la région, mais elle peut aussi imprimer une marque importante dans le développement du pays. L'unité industrielle de raffinage du sel qui a vu le jour au mois de septembre 2020 est une parfaite illustration des possibilités qu'offre le sel de Fatick. Celle-ci est une société anonyme dotée d'un capital de 1 milliard dont les actionnaires sont tous sénégalais. Elle emploie près de 200 personnes, sans compter les emplois indirects qu'elle génère. Chaque année, Sel d'Afrique produit près de 150 000 tonnes de sel. En plus de fournir les ménages sénégalais en sel iodé, la société est bien convoitée par les industriels. Le sel, qui a toujours compté parmi les produits les plus en vue dans les sociétés les plus reculées, porte aujourd'hui l'espoir de toute une région.
qui ne peut aller sans son agriculture, son élevage, son artisanat et son secteur de la pêche qui offre aussi d'énormes potentialités de développement qui ne demandent qu'à être organisées. Merci beaucoup. Une petite leçon d'histoire et de géographie, tout sur la région de Fatick ce soir avec Mamadou Ndiaye et son invité. Bonsoir Mamadou. Bonsoir Adama. Et vous recevez Dr Mamor Sène. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes économiste, enseignant, chercheur à l'Institut des politiques publiques IPP UCAD et vous êtes aussi originaire de Sokone dans la région de Fatick. C'est bien ça. Et c'est à vous. Bien, c'est bien lancé Adama. En fait, la région de Fatick est une région très riche. Tout le monde le dit, tout le monde le concède. Mais ces richesses ne sont pas encore mises en perspective. Qu'est-ce qui explique un peu ces retards? Qu'est-ce qui explique également que ce potentiel-là ne soit pas mis en valeur pour permettre à Fatick quand même de s'épanouir? Merci beaucoup, M. Ndiaye. Je pense que vous abordez un thème très intéressant sur la région de Fatick, où on note d'énormes potentialités économiques, mais à chaque fois, on note aussi le retard lié au décollage économique de ces régions qui possèdent quand même d'énormes potentialités dans tous les secteurs, que ce soit le secteur du tourisme, que ce soit le secteur de l'agriculture, que ce soit le secteur de la pêche et de l'élevage. Oui, et l'artisanat aussi. Et l'artisanat aussi. Donc, c'est une région pleine d'atouts économiques et je pense que qui pourra quand même émerger, s'appuyer sur ces atouts et passer aux phases de décollage. Alors, elle partage aussi la frontière avec la Gambie, donc ce qui fait que quand même c'est une des rares régions du pays à être frontalière d'un pays étranger. Si bien peut-être que les transactions aussi peuvent de ce point de vue-là donner une impulsion au dynamisme économique de la région. Mais à mon avis, il faut peut-être que toutes ces forces soient mises en cohérence, n'est-ce pas, ne serait-ce que pour donner une autre lecture de la région de Fatick. Effectivement, je pense qu'il faut une coordination économique de toutes ces forces, de toutes ces opportunités. Vous l'avez dit, la région de Fatick peut bénéficier des externalités de la Gambie, mais aussi d'une zone qui est le carrefour, qui est Kaolack. Je pense que peut-être avant d'aller en Gambie, Kaolack est une zone de carrefour. Et je pense que la région de Fatick, c'est une région qui doit bénéficier des externalités que donne Gambie, que donne Kaolack. Très bien. Voilà. Mais par deux fois aussi, justement, la région a subi des réformes territoriales en 1984 et en 2008. Elle a été détachée justement de la région de Kaolack, donc du Sine Saloum, et elle a retrouvé effectivement sa zone de prédilection historique, le Sine. Qu'est-ce qui explique un peu ces mouvements au niveau de la réforme administrative pour la région de Fatick? Effectivement, il faut le rappeler. Historiquement, la région de Fatick était dans le royaume du Sine. Voilà. Et une partie d'Ine et une partie du Saloum. C'est en 1984 que cette région a connu le premier découpage administratif, n'est-ce pas? Et ce découpage, alors, c'était partager la région en deux entités régionales. Kaolack vient prendre une part dans le Sine et dans le Saloum, plus dans le Saloum. C'est en 2008 que cette région encore va subir un deuxième découpage administratif, mais allant dans le sens de l'augmentation de sa superficie. Alors, d'emblée, il faudra positiver, parce que ces découpages administratifs, surtout le dernier découpage, permet l'élargissement du marché des biens et services, n'est-ce pas? Lié peut-être ou bien peut permettre à cette région de régler des questions liées à la demande sociale, que ce soit l'emploi ou bien le taux de chômage ou bien l'éducation. Mais en quelque sorte, ces découpages vont dans le sens de l'élargissement du marché des biens et services. Elle est connue également comme région détenant également des potentiels types peut-être au niveau agricole, même au niveau de la transformation des produits du cru, notamment le sel et la mangrove, qui est justement un refuge de la biodiversité aujourd'hui, recherché, devenu rare même au plan mondial. Y a-t-il un début d'orientation de la région vers une transformation peut-être de ses avantages et de ses atouts? Effectivement, je pense qu'en termes de potentialité économique, la région de Fatick a déjà soit des potentiels économiques très forts dans le domaine de l'agriculture. Alors, je ne parle parce que la première activité principale génératrice de revenus, c'est l'agriculture. Et il y a une deuxième activité liée à l'agriculture, c'est l'agrobusiness qui se développe. Regardez peut-être les jeunes qui souvent, au niveau des embouteillages que vous retrouvez, qui vendent des noix d'acachou, mais une grande partie de la production nous vient de cette région. Donc je pense que, et vous parlez non seulement de l'aspect mangrove, mais l'aspect mangrove, il faut aussi le voir, il faut aussi peut-être regarder ça sur le plan culturel et touristique. Parce que ça rend vraiment la zone très belle. Notamment le tourisme balnéaire. Voilà, effectivement. Adama. Il y a aussi un autre atout de la région de Fatick, c'est la région natale du chef de l'État Macky Sall. Est-ce que c'est un atout ou un inconvénient?
Alors, je pense qu'en termes d'atouts ou d'inconvénients, je ne le pense pas. Mais il faut retenir que le fait que le président Macky Sall est un natif de ces régions, déjà en termes de promotion et de visibilité, ça peut donner quelque chose à la région. Maintenant, mais le président, c'est le président du Sénégal, c'est pas le président de la région de Fatick. De toutes les régions. Voilà, de toutes les régions. Voilà, mais je pense qu'en termes de visibilité, en termes de promotion, ça peut donner. Et ce fait, ça me rappelle l'épisode des régions par rapport au remaniement peut-être qu'on a vécu et que chaque région demandait son ministre. Donc il y a cette corrélation, même scientifiquement, si on ne peut pas le démontrer, mais il y a cette corrélation, n'est-ce pas? Voilà. Alors, bon, maintenant, c'est un autre atout, le fait que le président soit né justement dans cette région-là. Mais lui-même, peut-être, il a une pudeur de montrer non seulement son appartenance à la région en termes de réalisation, ce qu'on pourrait lui reprocher ultérieurement, mais politiquement, s'il ne fait rien, il paye également des dividendes un peu lourds pour lui. Parce que politiquement, s'il ne fait rien pour la région, demain, s'il demande quelque chose, est-ce que les mandants ne reviendrait pas à lui demander peut-être aussi des comptes politiques. Voilà, ce que je disais tout à l'heure. Scientifiquement, on considère que le président Macky Sall, c'est le président de toutes les régions. Mais je pense que sur le plan politique, il y a des conséquences. C'est ça. Il y a des conséquences. Voilà. D'accord. Alors maintenant, la mise en perspective de ces atouts-là, est-ce qu'il y a un frémissement que vous sentez dans la région de Fatick? Alors, je pense qu'il y a bien, c'est-à-dire que ces régions possèdent des opportunités économiques, mais il faut quand même prendre ces opportunités économiques à la base, c'est-à-dire l'élaboration des politiques de développement. Parce que chaque région a ce qu'on appelle une diversité. Donc, je pense qu'il est important de prendre l'élaboration des politiques de développement sur la base des potentialités économiques de ces régions, en termes de tourisme, en termes peut-être d'agriculture, mais aussi en termes de l'élevage et aussi de la pêche. Fatick, sans doute comme toutes les autres régions du Sénégal, connaît également peut-être un démembrement avec peut-être le départ des jeunes à la recherche d'un emploi. Est-ce qu'il y a des facteurs d'attraction de Fatick qui permettent aux jeunes de rester fiers de leur terroir? Alors, vous savez, le principal facteur d'attraction que Fatick possède par rapport aux autres régions, c'est par rapport au secteur du tourisme. Alors, Fatick et les localités qui composent la région de Fatick, c'est des localités qui sont classées parmi les plus belles baies du monde. Donc, en termes de tourisme, il y a une attractivité. On sait qu'il y a d'autres activités qui naissent dans le secteur de ce tourisme. Donc je pense que ça, c'est un potentiel réel que Fatick possède par rapport aux autres. Actuellement, vous entendez les îles du Sine, de Saloum, ça, je pense que c'est un facteur d'attractivité qui peut quand même générer d'autres emplois et de pousser peut-être les jeunes à rester dans cette région. Elle peut peut-être même pousser plus loin le bouchon, parce géographiquement, elle est au centre du pays, en fait au centre-ouest. Mais elle peut quand même désaxer un peu pour permettre à toutes les autres régions d'avoir peut-être un centre qu'il serait Fatick, si Fatick jouit justement d'une certaine infrastructure qui lui permettrait sans doute de desservir l'ensemble du pays à partir des infrastructures construites à l'intérieur du territoire. Je pense effectivement de nouvelles infrastructures à Fatick peut permettre aux autres régions qui sont peut-être aux alentours de Fatick d'en bénéficier. Et c'est dans cette dynamique maintenant qu'il faut saluer peut-être la construction peut-être du pont à péage de Foundiougne au port de Narondar. Et il y a aussi peut-être dans le futur essayer quand même de draguer un peu la mer pour que les bateaux puissent passer et relancer l'activité économique de ces régions. On voit qu'au plan politique, les hommes issus de Fatick sont très agressifs. Mais au plan économique, on ne les sent pas beaucoup, on ne les sent pas sur le plan économique. Qu'est-ce qui explique un peu cette différence de tempérament entre les politiques et les économistes? Alors, c'est vous qui le dites, les hommes ici de Fatick sont très agressifs, peut-être sur le plan économique. Et je pense qu'il va falloir qu'on puisse repartir des bases ou bien des potentialités économiques que cette région possède. Parce que Fatick n'a pas la même diversité que Dakar, ni Thiès. Je pense que sur le plan peut-être en termes d'attraction liée aux ressources, vous l'avez bien dit, nos hommes ou bien les gens qui sont de Fatick doivent être beaucoup plus pointus en proposant des politiques de développement très solides liées par rapport aux potentialités économiques de cette région. L'artisanat de Fatick aussi est connu pour être un artisanat vraiment de choix, apprécié justement par les touristes et même peut-être le tourisme intérieur. Est-ce que Fatick peut renforcer la perspective, ne serait-ce que pour identifier l'artisanat comme étant non seulement un pôle d'attraction, mais également une force qui servirait sans doute de locomotive pour drainer un peu l'économie de la région?
Oui, parce que ce que je disais tout à l'heure, il y a deux secteurs qui sont en jonction, que ce soit le tourisme et l'artisanat. Je pense que le développement du tourisme fait appel au développement de l'artisanat. Il y a beaucoup, en matière d'art, il y a beaucoup que Fatick peut profiter grâce au développement du tourisme à ce niveau. J'ai été au Burkina Faso et j'ai demandé, parce que nous étions dans un restaurant, et on nous a dit que ce sel vient de la région de Fatick. Est-ce que les Fatickois savent que peut-être le sel issu justement du terroir est apprécié sur les tables quelque part en Afrique? Alors, peut-être ils le savent, mais en termes de valorisation, ça reste. Je pense que peut-être ceux qui cultivent, ou bien ceux qui sont peut-être à la base de cette culture, peuvent bénéficier de plus. Alors, vous le savez, c'est à l'image peut-être du Sénégal, il y a un problème de tissu industriel et que cette transformation, parfois, le processus est coupé et que cette transformation, souvent, ne nous appartient pas. Ce qui fait que souvent, ceux qui cultivent ne peuvent pas bénéficier des retombées économiques de la vente de ces sels. Docteur Mamour Sène, merci beaucoup. Merci vous êtes Fatickois d'origine et puis ensuite vous êtes né à Sokone. Voilà, je suis un natif de Sokone. Avez-vous participé à des jeux de navétane dans votre prime jeunesse? Alors, pour vous dire à l'instant même, je suis le président de l'ASC mythique Khalil Medine de Sokone. Vous avez rencontré une fois peut-être le président qui lui aussi était un joueur de navétane, non? Oui. Ou bien il gardait les bagages de l'équipe? Peut-être l'actuel ministre du Sport, Amadou Ba, qui était un grand arbitre. Matar Ba, du moins. Tout à fait. Voilà, c'était Fatick et c'était aussi un ambassadeur attitré de Fatick qui parlait justement de sa région avec beaucoup d'emphase. À demain. Merci beaucoup Mamadou Ndiaye, merci beaucoup à votre invité également. Nous quittons la région de Fatick pour Tivaouane, près de 2 ans après la fermeture des mosquées et autres lieux de culte. Le khalife général des Tidianes a levé la décision. Bonne nouvelle pour tous les fidèles du Sénégal, mais le khalife appelle au respect des gestes barrières. Ailleurs nous emmène donc à Tivaouane où nous retrouvons Isidore Alexandre Sène. Après la fermeture des mosquées et principalement de la Zawiya El Hadji Malick Sy Tivaouane qui regroupe le Dara, la mosquée et les mausolées, ainsi que l'annulation de tous les rassemblements religieux relevant de la Khadaratul Malikiya, notamment le Gamou et la Ziar générale, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, après concertation avec les membres de la famille, les autorités sanitaires et les imams, a pris la décision de rouvrir les mosquées dans la cité religieuse. Les mesures prises par le khalife auparavant ont fait couler beaucoup d'eau sous les ponts. Certains ont jugé impopulaires les décisions, mais le patriarche de la cité de Maodo est resté droit dans son chapelet. 2 éditions de la célébration de la naissance du prophète ont été annulées, sans compter les ziyaras. À côté de l'aspect religieux, l'économie informelle a subi aussi les contre-coups des mesures. Des secteurs comme le commerce ont été aussi plongés dans une morosité, entraînant selon les commerçants des baisses considérables de leur chiffre d'affaires, comme concomitamment, Tivaouane s'est vu privé d'accueillir les phases nationales du championnat populaire de l'édition 2021. Le maire a pris un arrêté de fermeture du stade municipal, évitant ainsi tout rassemblement, mais surtout se conformer aux recommandations du khalife. Une longue période de privation spirituelle et temporelle qui a pris fin ce 15 novembre 2021. En plus de rouvrir les édifices religieux de Tivaouane, Serigne Babacar Sy Mansour a fait pareil pour les Zawiya El Hadji Malick Sy Dakar et Saint-Louis, ainsi que pour la grande mosquée de Dakar. Ouf de soulagement chez les fidèles Tidjanes qui ont effectué la prière du vendredi suivant la levée des mesures dans les mosquées de Tivaouane. La vie reprend son cours normal pour toutes les activités dans la cité sainte, mais il ne faut pas baisser la garde. Serigne Babacar Sy Mansour a pris sa décision en rappelant aux fidèles de ne pas crier victoire. La pandémie est toujours là, même si une tendance baissière est notée. Le khalife en appelle à un respect strict des gestes barrières. Isidore Alexandre Sène, notre correspondant à Thiès, est 19h passé de 38 minutes. C'est la fin de la totale de ce dimanche. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci à l'ensemble des équipes en régie. Mais restez avec nous sur ITV à 19h45. Les infos, le bulletin vous sera présenté par Awed Diop. Excellente soirée à tous.